Le JavaScript évolue très vite. Depuis août 2015, on a tous les ans une mise à jour du langage qui arrive en été. Donc vous avez peut-être entendu parler de JavaScript ES6, ES7 et du coup ES8 qui est survenu en été 2017. L'avantage de ces mises à jour, c'est qu'on va avoir énormément de syntaxe très agréable à utiliser, qui vont nous faciliter la vie, nous permettre de développer plus vite en se prenant moins la tête. Mais à contrario, ça va créer des petits soucis. On va avoir des navigateurs qui ne vont pas forcément supporter tout de suite les dernières versions. Et sur d'autres plateformes, ça peut aussi poser des problématiques. Pour utiliser le JavaScript aujourd'hui, il faut utiliser un outil qui s'appelle Babel. On verra plus tard comment le configurer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller sur le site de Babel et on va utiliser une espèce de petite console qui est disponible sur leur site, qui va nous permettre d'écrire du JavaScript dans sa dernière version. Et ensuite, on va voir que ça va transpiler notre code à côté dans un JavaScript un petit peu plus ancien qui va être compris par la majorité des navigateurs. Quand on arrive sur le site de Babel, vous allez simplement utiliser ici le REPL qui permet d'expérimenter justement le langage JavaScript dans sa dernière version. Donc quand on arrive là, on a deux consoles, une à gauche, une à droite. Celle de gauche va nous permettre d'écrire le code dans la dernière version du JavaScript et on va voir en direct la version transpilée, ce qui s'appelle ici compilée, du JavaScript dans une version un petit peu plus ancienne. Et ensuite, on va pouvoir exécuter notre code pour voir la sortie, qu'est-ce qui se passe. Alors, dans cet outil, vous allez avoir un panel avec certaines options qui vont vous permettre un petit peu de choisir dans quelle version, votre dernière version de JavaScript, vous avez envie de transpiler. Donc ici, je ne vais pas m'éterniser sur les paramètres. Juste, on va avoir ici Evaluate, qu'on va devoir cocher. Et ensuite, on va ouvrir la console du navigateur pour voir ce qui se passe dans la console et avoir le résultat qui s'affiche. Sur les presets, on ne va pas faire du React aujourd'hui, donc on peut décocher React. Et on va vouloir faire de l'ES 2007, donc qui est l'ES 8, qui est sorti en août 2017, oui. L'ES 2016, qui est sorti l'année d'avant, et l'ES 2015. Donc ça va être toutes les versions du JavaScript qui ont existé depuis août 2015, on va pouvoir les prendre en compte et on va pouvoir les transpiler. Juste en dessous, vous avez les stages. Il faut savoir que comme le JavaScript évolue continuellement, il y a des gens qui vont proposer des mises à jour du JavaScript et ensuite ces mises à jour vont être intégrées au langage tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend de la fréquence de mise à jour. Quand un programmeur propose une mise à jour, la mise à jour va être étudiée, on va regarder un petit peu le code, on va regarder si c'est utile, et il y a une communauté qui va prendre la décision de passer la mise à jour en stage 3, stage 2, stage 1, stage 0. Il faut savoir qu'à partir du moment où une mise à jour est envisagée pour intégrer le langage, elle va être en stage 0. Ensuite, si la mise à jour est intéressante, elle va être en stage 1. Si on considère que on va vraiment potentiellement intégrer la mise à jour, elle va être en stage 2. En stage 3, c'est quasiment sûr que la nouvelle mise à jour va intégrer la prochaine version du langage. Et après, il y a même un stage 4, mais souvent en stage 4, c'est le langage, la mise à jour qui survient. On va laisser ici stage 2. Moi, je vous invite à utiliser le stage 3 ou le stage 2. Le stage 1 et le stage 0 peut comprendre des mises à jour et des propositions de mises à jour qui ne seront peut-être jamais intégrées au JavaScript, alors qu'en stage 2 et en stage 3, il y a vraiment de très très fortes chances que ça soit intégré au JavaScript, donc ça peut être intéressant d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités-là, et ainsi vous avancez dans l'apprentissage du langage pour les futures versions à venir. Donc nous, on va laisser ici Stage 2, on va cocher toutes les versions ES 2015, ES 2016, ES 2017. On peut même décocher les anciennes versions ES 2015, ES 2016 parce que l'ES 2017, normalement, comprend les anciennes versions. Et pour le reste, on va laisser comme ça. Donc là, si vous tapez n'importe quoi dans la console,
on voit que sur la gauche, le code apparaît, sur la droite, il y a la version transpilée. En bas à gauche, on voit une erreur qui me dit que ce que j'ai écrit, ça n'est pas défini. Alors c'est normal, on a écrit n'importe quoi et ça n'est pas du code. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ouvrir la console de notre navigateur pour voir ce que le code va envoyer comme sortie. Donc en fait, on va pouvoir exécuter du JavaScript à l'intérieur de notre navigateur et la console du navigateur va nous montrer la sortie de notre programme. Moi ici j'utilise Chrome. Normalement si vous utilisez Firefox, Safari ou un autre navigateur, vous avez systématiquement une console parce que le navigateur est fait normalement pour comprendre le JavaScript. Donc pour ouvrir la console sur Chrome, vous allez pouvoir par exemple faire inspecter n'importe où sur la page et vous allez avoir sur la gauche un nouveau panneau qui va s'ouvrir avec des petits onglets dont un onglet qui va s'appeler console. Alors pour que vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu, comme ceci, et du coup on va pouvoir écrire notre premier programme en JavaScript qui va être un Hello World. Quand vous allez apprendre un langage de programmation, vous allez toujours commencer par un Hello World, c'est une espèce de convention quand on apprend un langage de programmation. Donc je vais apprendre ici comment afficher quelque chose dans la console, et ça va être un texte qui va nous dire Hello World. Alors on va supprimer sur la partie gauche le code qui ne voulait rien dire qu'on avait écrit tout à l'heure, et on va écrire console.log. On va ouvrir des parenthèses comme ceci, et à l'intérieur, on va mettre des guillemets, et ensuite ici on va écrire Hello World. Donc sur la partie gauche, et donc centrale de l'écran, sur la partie gauche du site de Babel, on a le code qui est transpilé. Console.log est parfaitement connu dans les anciennes versions de JavaScript, donc ça fonctionne, la transpilation est complètement la même. Ensuite on voit dans la console, ici complètement sur la droite, qu'il y a écrit Hello World, donc ça a bien fonctionné. Le code est réinterprété à chaque fois que je change, donc si par exemple j'enlève le point d'exclamation, il y a un nouveau Hello World qui apparaît, et ça fonctionne de façon très simple. L'objet console, ici, va nous permettre de contrôler la console du navigateur et éventuellement une autre console selon que vous fassiez du web ou pas avec le JavaScript. Et ensuite, on va avoir un point qui va nous dire qu'il va y avoir une méthode de la console qu'on va utiliser. Donc là, on veut loguer quelque chose dans la console. Et log est une fonction. On verra un petit peu plus tard comment fonctionnent les fonctions en JavaScript. Mais généralement, on va utiliser des parenthèses. Et ces parenthèses sont associées au log. Et à l'intérieur des parenthèses, on va passer des arguments. Et ici, on a passé une chaîne de caractères qui est Hello World. Et cette chaîne de caractères, du coup, est inscrite à l'intérieur de la console du navigateur. Un des fondamentaux de la programmation, ça va être les variables. Il existe des langages qui n'utilisent pas de variables, mais on va dire que plus de 95% des langages vont utiliser des variables, et en fait ça va être des petits morceaux de code qui vont stocker une information et qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. On va appeler ça des variables parce que potentiellement, au milieu du code, on va vouloir faire varier la valeur qui est à l'intérieur de ces variables. Donc on va rester ici sur notre Hello World, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déclarer une variable avec le mot-clé let, et ensuite on va donner un nom à notre variable, donc on va l'appeler message, et on va utiliser égal, et ensuite on va reprendre ici notre Hello World. Ce qu'on stocke ici, c'est une chaîne de caractères. On va voir que les variables ont un type. Par exemple, je peux faire ça. Et ici, je vais stocker dans nombre une variable de type nombre, de type integer. Et dans message, je vais stocker une chaîne de caractères. Ces variables, je peux les réassigner plus tard. Par exemple, je peux faire message égale Hello World, et on va changer, on va mettre
tutoriel JavaScript. Donc là, avec le petit mot-clé let, j'ai déclaré une variable dans mon code, je l'ai instanciée, la variable existe à partir de ce moment-là et je peux faire des choses avec message. Quand je vais avoir besoin de message, je ne vais plus avoir besoin du mot-clé let, je vais pouvoir utiliser message un petit peu n'importe où dans mon code. Par exemple ici, si à l'intérieur de console log j'écris message, on voit qu'il y a écrit tutoriel JavaScript. Il n'y a pas écrit Hello World parce que le symbole égal permet d'assigner à l'intérieur de ma variable une valeur, donc ici une chaîne de caractères. J'ai au début de mon code assigné Hello World et un petit peu plus tard j'ai réassigné ma variable message tutoriel JavaScript. Donc si je log dans la console la variable message, j'ai dans ma console écrit tutoriel JavaScript, c'est normal. Si par exemple ici je décide de mettre en commentaire cette ligne, en programmation quand on met en commentaire une ligne, on peut indiquer comment fonctionne telle ou telle partie du code, mais on va surtout ignorer ce qui se passe à l'intérieur du commentaire. Donc si vous voulez écrire un commentaire sur une seule ligne, vous pouvez écrire 2 fois //. Voilà, donc on voit qu'il y a une autre coloration sur la ligne 4, et on voit que dans ma console, j'ai Hello World qui s'est écrit. Ce qui se passe, c'est que ici, Hello World, la chaîne de caractères est assignée dans message, et ensuite, je n'exécute pas du tout la ligne 4, et la console me log message qui est Hello World. Dans la console, on va pouvoir facilement mettre des chaînes de caractères, des nombres, on va pouvoir même mettre plusieurs arguments avec la virgule, et ensuite je peux mettre nombre. Et on voit ici qu'on a Hello World 42 qui s'affiche dans la console, tout fonctionne bien. La console va être très importante dans n'importe quel langage, vous allez avoir envie d'imprimer quelque part dans la console, sur votre navigateur, peu importe, là où c'est pratique pour vous, pour avoir des informations sur une partie de votre code et peut-être pouvoir débugger un problème assez facilement. Il existe également un autre mot-clé que let pour définir une variable, ça va être le mot-clé const. Le mot-clé const va nous permettre de non pas définir une variable mais une constante. On va quand même appeler ça une variable parce que c'est un petit morceau de mémoire dans lequel on va pouvoir stocker de l'information. La seule différence, c'est que avec const, on ne va pas pouvoir réassigner la variable message. Donc si j'enlève le commentaire de la ligne 4, on voit ici en bas à droite du site de Babel que j'ai une petite erreur. Je ne peux pas assigner une nouvelle variable à une constante. Message ici va être immutable, ça veut dire que la première fois que je vais déclarer ma constante, je vais pouvoir assigner une valeur à cette constante, mais ensuite je ne vais pas pouvoir réassigner une valeur à message. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert si je ne peux pas manipuler comme je veux mes variables? Eh bien c'est très simple, on va voir un petit peu plus tard qu'en JavaScript, il y a plusieurs paradigmes qui sont utilisés. Donc un paradigme, c'est une façon de coder, et on va voir qu'il y a certains paradigmes avec lesquels c'est plus intéressant de coder avec des constantes pour avoir un code vraiment plus clair, et surtout un code ce qu'on va appeler immutable, donc qui va nous permettre d'être plus performant et de débugger plus vite. On va voir maintenant les conditions qui vont nous permettre d'exécuter ou non une partie de notre code en fonction d'une condition justement. Donc là par exemple, si j'ai envie d'exécuter la ligne 6, mon console log uniquement si une condition est vraie, on va dire si par exemple, si nombre égale 42, on a envie de faire mon console log. Donc je vais nettoyer la console juste ici pour qu'on voit bien. On va enlever ça. Et avec le mot-clé if, on va pouvoir définir notre condition. Donc ça s'écrit comme ça. Donc on va dire si, ensuite on va ouvrir des parenthèses,
on va mettre des accolades pour définir ce qu'on appelle un scope. Et ensuite, on va pouvoir définir juste ici notre condition. If condition, donc nous ce qu'on veut c'est vérifier que nombre est bien égal à 42. Donc on va écrire nombre. Et ensuite pour vérifier une égalité en JavaScript, on va utiliser égal 42. Et ensuite ici, on va pouvoir utiliser console log et faire notre message. Donc on voit dans la console ici que ça s'affiche correctement. Si par exemple mon nombre est égal à 40, alors je vais supprimer ce qu'il y a dans la console, et si par exemple mon nombre est égal à 43, on voit qu'il ne se passe rien du tout dans la console. On peut vérifier en mettant un else qui va vouloir dire si mon nombre est égal à 42, fais ça, et le else, sinon, fais autre chose. Donc, on va afficher autre chose. On va lui afficher un else par exemple. Et voilà, donc on voit que ici, il y a écrit else. Donc la condition nombre égale 42 est fausse. Donc ici, on a besoin que ça soit vrai, soit faux. Et ici, c'est faux, donc on va rentrer dans le else. On ne va pas utiliser simplement égal, parce que le égal va nous permettre d'assigner une valeur. Donc ici, on ne va pas vouloir assigner une valeur, on va vouloir vérifier une égalité. Donc on va utiliser un deuxième égal. Il y a une petite particularité en JavaScript, c'est qu'on va pouvoir vérifier à la fois la valeur contenue dans une variable, mais on va pouvoir aussi vérifier son type. Je vous explique. Ici, à la place de nombre, je pourrais écrire 42. Du coup, 42 est bien égal à 42, il n'y a aucun problème. Par contre, si 42 devient une chaîne de caractères, et que sur la partie droite, ça reste un nombre, je vais comparer une chaîne de caractères avec un nombre. Si on réexécute ce code, on voit que ça m'écrit ici, dans la console log, le message qui est Hello World, et mon nombre qui est ici, qui est 43. Donc ça veut dire que là, je suis capable avec le égal de comparer une chaîne de caractères avec un nombre. Peu importe le type de la variable, l'égalité va vérifier uniquement la valeur. En JavaScript, il existe 3 égales qui va vérifier et la valeur et le type. Donc là, ça m'a écrit else dans la console, ça veut dire que cette condition est fausse, et ici, je suis rentré dans mon else. Donc moi, je vous conseille toujours d'utiliser les 3 égales pour être sûr que vous avez bien et la même valeur et le même type, afin d'éviter tous les problèmes. Pour définir des conditions dans votre code, vous pouvez utiliser if, else, même else if, si vous avez envie de définir plusieurs conditions, mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le switch case. Donc je vais vous montrer comment ça s'utilise. Alors la syntaxe est très simple, on va ici indiquer switch, et on va indiquer sur quoi on a envie de switcher. Donc si on a envie de switcher sur le nombre, ensuite, on va définir ici des cases. Donc, par exemple, j'ai envie de switcher sur nombre et tester si nombre vaut 42, par exemple. Ensuite, je vais mettre 2 points et je vais faire quelque chose. Par exemple, console log 42. Et ensuite, on va mettre un break pour éviter que les autres cas soient utilisés. On va essayer ici avec 43. On va écrire la même chose avec cette fois-ci 43. Et on peut même mettre un cas par défaut. Où là, on va dire que ça ne concerne aucun des cas plus haut. Donc, je nettoie ma console, et du coup, je vous explique un petit peu plus en détail. Donc, je switch sur la valeur contenue dans nombre, et ensuite, cas par cas, le code va tester la valeur, et s'il tombe sur cette valeur-là, il va exécuter le code à l'intérieur, sur cette valeur-là, le code ici à l'intérieur, et si jamais il ne tombe sur aucune valeur dans un des cases,
il va exécuter ce qu'il y a dans défaut. Donc là, si vous avez bien compris, comme nombre est égal à 43, on va tomber ici sur cette condition. Alors, en JavaScript, on n'est pas obligé de mettre les points-virgules, excusez-moi, donc vous pouvez les enlever. En version compilée, peut-être que le compilateur va vous rajouter les points-virgules, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les points-virgules, donc simplifiez-vous la vie, ne les mettez pas. On va utiliser break ici, je vous le répète, hein, c'est pour que si jamais on tombe sur la condition 42, on n'exécute pas le test de 43, parce qu'on est déjà on est déjà dans la bonne condition. Donc ici, mon nombre est égal à 43, donc je suis sur ce cas-là, et je vais loguer la chaîne de caractères 43, et on voit bien dans ma console que j'ai un 43 qui apparaît. Si ici je mets 42, j'ai un 42 qui apparaît parce que je rentre dans ce cas-là et je n'exécute pas le reste des conditions, et du coup si je mets 41, ça m'affiche aucun, parce que je n'ai pas de condition correcte qui est vérifiée, mais j'ai quand même un cas par défaut qui va m'afficher aucun. Donc avec le switch, on peut, un petit peu comme avec le else, dire que si la condition ou aucune condition n'est validée, on va exécuter ce cas-là par défaut. La dernière façon de réaliser des conditions en JavaScript et dans d'autres langages, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les ternaires. Ça va nous permettre d'avoir une syntaxe beaucoup plus compacte et sur une seule ligne de définir une condition. Donc pour que vous voyez bien, ma variable nombre, je vais la renommer nb. Et ensuite, on va essayer de faire un console log selon une condition. Donc pour faire un ternaire, on va lui dire que si mb est égal à 42, alors je veux que dans la console il y ait 42, sinon je veux qu'il y ait la lettre F par exemple. Donc si je clean ma console, je vois que ici j'ai le F qui apparaît dans la console. Alors comment ça marche? Mon nombre NB vaut 41, donc ici dans un ternaire j'ai trois parties. Donc j'ai la première partie qui est la condition. Donc ici on teste est-ce que nombre et NB est-ce que NB vaut 42 avec les trois égales, hein, donc on teste vraiment le type et la valeur. Ensuite on va mettre un point d'interrogation et on va dire que si c'est vrai, alors on va exécuter la première partie là qui est entre la condition et la dernière partie qui va être le cas où c'est faux. Un petit peu comme un if-else, donc là ça va être if nb est égal à 42, je fais ça dans mon scope du if, et ça c'est mon else, j'affiche un f. Ça va fonctionner parce que je suis dans un console log, donc ça va s'afficher directement. On aurait très bien pu écrire si nb est égal à 42, le point d'interrogation console log de 42, deux points console log de f. Ça fonctionne un petit peu, voilà, c'est modulable, on fait comme on veut. Ici, la syntaxe est un petit peu plus courte. Donc ici, j'ai bien un f dans la console. Si jamais je mets mon 42 ici, j'ai la condition qui est validée, donc je rentre ici, et pas là par contre, et j'ai 42.